On a tous déjà entendu parler de la légende arthurienne, mais est-ce qu'on la connaît vraiment? Je m'appelle Lucille, je suis prof de français, j'aide les personnes qui apprennent la langue à être encore meilleures et à continuer à progresser, et j'aide également les profs à rendre leurs cours plus fun, plus attractifs, plus originaux et plus nerdy. Et aujourd'hui, on est justement sur une vidéo culture nerd, et on change un petit peu de sujet puisqu'on va commencer à parler légende arthurienne. Donc la légende arthurienne, tout le monde connaît Arthur, Guenièvre, Lancelot, le petit triangle, etc. Merlin, voilà. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus intéressant que juste cette petite histoire un peu de triangle amoureux qu'on connaît. Et j'ai aujourd'hui envie de vous parler de 5 fun facts sur la... Enfin, fun, plus ou moins, voilà, sur la légende pour vous aider à la comprendre, à la connaître un peu mieux et vous donner bien sûr, comme toujours, des idées pour pratiquer le français de manière originale et donc avec la légende. Fun fact numéro 1, la légende n'est pas uniquement anglaise ou britannique, il y a énormément de français. Et oui, en fait, c'est très français aussi, notamment à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est géographique, parce que oui, à l'époque et dans la légende, ce qu'ils appellent l'île de Bretagne, c'est pas uniquement la Grande-Bretagne actuelle, ça comprend aussi la Bretagne française. Et d'ailleurs, en fait, la forêt principale où on retrouve notamment Merlin qui se fait transformer en arbre par Viviane, il l'avait bien cherché. Hein. Bref, la forêt de Brocéliande, qui est donc la forêt voilà, magique où il y a un petit peu plein d'êtres, de créatures et tout, et où Merlin est transformé en arbre, elle est pas du tout en Angleterre, elle est bien en France, elle est en Bretagne. C'est la forêt de Pimpon, dans laquelle, en fait, donc en Bretagne, hein, si vous visitez un petit peu par là, dans ce coin-là de la Bretagne, il y a énormément d'activités et de trucs en rapport, bien sûr, avec la légende arthurienne. Et le deuxième petit point qui fait que c'est très français, c'est Chrétien de Troyes. Alors, si vous avez jamais entendu parler de Chrétien de Troyes, c'est le moment de rectifier ça. Donc, Chrétien de Troyes, c'est un auteur français qui a énormément contribué à la légende arthurienne, donc à l'époque, donc au XIIe siècle peut-être. Alors je suis très nulle en histoire, faut m'excuser, la légende se passe entre le 4e et le 6e siècle, mais les écrits datent plutôt du 12e, je crois. En tout cas, dans les textes, les premiers textes de la légende arthurienne, Chrétien de Troyes, c'était vraiment un auteur qui a eu énormément d'influence et qui a énormément écrit, notamment sur Perceval, le personnage de Perceval, dont on va reparler un petit peu plus tard. N'oubliez pas Perceval, notre ami. Et donc Chrétien de Troyes, il a une énorme influence. Ses écrits, et notamment son Perceval, qui en fait d'ailleurs n'a jamais été fini parce que Chrétien de Troyes est mort avant de terminer ce texte-là, mais dans tous les cas, ça fait partie des œuvres majeures du cycle arthurien, et elles ont bien été écrites en français. Et d'ailleurs, on peut les retrouver si vous avez vraiment un bon niveau en français, que vous voulez lire un petit peu plus les textes originaux, un peu remaniés en français moderne, mais quand même originaux, de l'époque. Il y a un super livre... Il y a ce livre-là, qui est vraiment génial, je vais vous mettre les infos en description. Ça reprend en fait un certain nombre de textes originaux, donc de l'époque, les premiers textes arthuriens. On retrouve notre fameux Perceval de Chrétien de Troyes, avec aussi beaucoup d'autres textes, et c'est justement pas les textes les plus connus là de Arthur et Lancelot et Guenièvre, on n'en peut plus. C'est des textes un peu plus méconnus et ultra intéressants. Fun fact numéro 2, c'est bien une légende et pas un mythe, ce qui indique que potentiellement, à la base, il y a une base qui est historique. Donc déjà au niveau géographique, c'est le monde tel qu'il existe, ou en tout cas qu'il existait à l'époque, mais au niveau historique également, il y a beaucoup de débats sur qui a inspiré en fait le personnage du roi Arthur. Est-ce qu'il a existé? Alors, en tant que tel, non. Mais il a très certainement été inspiré d'une ou plusieurs personnes réelles. Il y a pas mal de petits débats, je vous propose un petit tour d'horizon. Donc la figure du roi Arthur, elle apparaît vraiment en tant que telle plutôt au XIIe siècle, notamment avec l'œuvre de Geoffroy de Monmouth, avec son Historica Regum Britanniae, donc qui était voilà une œuvre dans laquelle vraiment on a la vraie première mention du roi Arthur, mais on a quand même des petites mentions d'avant, voire de bien avant,
qui laisse penser que effectivement il y avait déjà quelqu'un un peu... voilà, il y a des trucs un petit peu louches. Notamment, au Xe siècle, dans des annales, on a la mention d'un certain Arthur qui serait chef de guerre et qui serait mort dans la bataille de Camlan avec un certain Mordred. Fort bien avant, au 8e siècle, cette fois, on a la mention d'un Arthur qui aurait arrêté la guerre avec les Saxons et qui aurait été marié à une femme nommée Guenièvre. Bon. Donc on a voilà, des petits indices qui, bien avant les premiers textes officiels, vous voyez ce que je veux dire, de la légende, mentionnent quelqu'un qui fait vraiment beaucoup penser bien sûr au roi Arthur des légendes, et donc ça fait partie des éléments qui font penser que le personnage a probablement été inspiré en fait d'un, voire de plusieurs chefs de guerre qui auraient existé et qu'on a un petit peu mélangé pour créer cette figure du roi Arthur qui sert aussi pas mal à l'époque de propagande, bien sûr. Fun fact numéro 3, Arthur est en fait quasiment jamais au cœur des récits arthuriens originaux. Et ouais. Je sais qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est le roi, la légende arthurienne, hein, le roi Arthur bien évidemment, mais en fait c'était parce que ça se passait à l'époque où il était roi. Mais dans la plupart des œuvres, des récits arthuriens, en fait il est dedans, mais voilà quoi. On le mentionne, des fois il apparaît un petit peu bonjour, mais il n'est pas du tout au cœur, à part bien sûr dans les récits qui le concernent de près, notamment la Morte d'Arthur. Et c'est ceux-là qui ont le plus marqué et c'est ceux-là qu'on connaît le mieux aujourd'hui, mais c'était en fait une toute petite portion de l'ensemble du cycle arthurien. Et donc de quoi parlait justement la plupart des récits arthuriens? Des chevaliers. Des chevaliers de la table ronde, de différentes quêtes qu'ils pouvaient faire. C'était toujours très chevaleresque, il y avait beaucoup d'amour courtois, de choses comme ça. Donc on retrouvait principalement par exemple Gauvin, qui était assez important, Perceval, Lancelot bien sûr aussi, mais finalement pas tant que ça, et à nouveau, hein, c'est pas le personnage le plus important qu'on pouvait retrouver. On retrouve Tristan et Iseult, qui font partie de la légende arthurienne, ils font partie du cycle arthurien, c'est pas un truc à part, ils sont vraiment dedans. On retrouve Merlin, et je suis obligée de faire un petit focus Merlin parce que ce n'est pas mon ami. Je déteste Merlin, excusez-moi. C'est un personnage qui est très intéressant, attention, mais c'est pas le gars de Disney. Dans la légende, Merlin, comment dire ça de façon polie? Oui, c'était pas quelqu'un de sympa, voilà. C'était vraiment pas quelqu'un de sympa du tout. Dans les légendes, donc Merlin, qui est donc le fils du diable, littéralement, du diable et d'une pucelle. C'est le fils du diable, et bon, ça se voit un petit peu quand même, hein, voilà. Il fait des choses pas très sympas, notamment, il savait que le roi Arthur, donc c'était une prédiction, hein, que cette personne devait exister, et du coup, il s'est dit qu'il allait aider à le concevoir, oui. C'est-à-dire que la mère d'Arthur, elle était mariée à un gars, à un Gorlois. Voilà, elle l'aimait, il n'y avait pas de souci, etc. Mais il y avait Uther Pendragon qui, lui, il avait bien envie de se la taper. Voilà. Et du coup, Merlin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé Uther physiquement en Gorlois pour qu'il puisse aller voir Ygraine et concevoir Arthur. Sans le consentement, donc, de Ygraine, qui pensait être avec son mari. Voilà. Faites de ça ce que vous voudrez. Et sur plein d'autres éléments également, voilà, Merlin, pas quelqu'un de sympa du tout, et se faire enfermer dans un arbre par Viviane, il l'avait quand même bien cherché. Et un autre personnage également ultra fascinant, qui est très souvent laissé pour compte, et je vous invite vraiment à faire des recherches sur ce personnage-là, que vous soyez prof ou que vous soyez apprenant de français, ou que vous soyez juste tombé sur cette chaîne par hasard d'ailleurs, c'est le roi pêcheur. Le roi pêcheur, pour moi, c'est un des personnages les plus fascinants, et je comprends pas pourquoi quasiment personne ne s'intéresse dans les réécritures, etc., au roi pêcheur, parce qu'on est quand même sur un gars, d'accord, qui a un château, enchanté, un château en tout cas magique, qui peut se cacher de la vue des gens, etc. On va en reparler dans pas très longtemps, juste après. Il a le Graal, il a la Sainte-Lance, il a de la magie,
Oui, bon, bah, on est quand même sur quelqu'un d'assez intéressant. Dans certaines versions, il a été marié à Viviane. Enfin, marié, il a été avec Viviane en tout cas. Dans certaines versions, ils ont même eu un enfant, Hélène, ça dépend des versions. Dans tous les cas, Hélène, en général, c'est sa fille. La mère, ça dépend un peu, mais Hélène, c'est sa fille. Hélène, un autre personnage qui est très souvent oublié. On fera une vidéo spéciale sur les femmes dans la légende arthurienne le mois prochain, donc ne la ratez pas, on parlera d'Hélène. Mais voilà, le roi pêcheur, super intéressant. Enfin, on a quand même ce gars, voilà, qui est dans un château magique avec le Graal, la Sainte Lance, avec tout ce que vous voulez. Personne n'en parle. Ok. Fun fact numéro 4, oui, le Graal est trouvé dans la légende et 2 fois d'ailleurs. Première fois, on revient au fameux Perceval de Chrétien de Troyes. Dans ce Perceval, donc Perceval, il faut bien comprendre que c'est un personnage qui a été élevé par sa mère, vraiment à l'abri de tout. En fait, il était vraiment un petit peu couconné, donc il connaît rien à rien, il était super naïf, etc. Blablabla. Bon, bref. Il devient chevalier, il rencontre le roi Arthur, et bon, il fait ses petites aventures, etc. Ok. Et un jour, dans une des aventures, il arrive dans un château. Le château du fameux roi pêcheur dont on vient de parler. Et donc en fait, il est invité voilà, à venir manger, etc. Donc il y va. Et en fait, pendant le repas, il voit des trucs un peu bizarres. Il voit une lance passer, une lance qui saigne au bout, il se dit ok, un petit peu penser à la Sainte Lance, ok. Pas longtemps après, il voit à nouveau les femmes du château qui passent avec cette fois une coupe qui ressemble très fortement aux descriptions que le roi Arthur lui a fait du Graal. Et Perceval, il commence à se dire quand même bon, est-ce que potentiellement... Alors, le problème, c'est que Perceval, il a été élevé donc par sa mère dans des traditions vraiment de politesse, de courtoisie ultime, et il se dit, c'est pas poli de demander. Je peux pas demander en fait au roi pêcheur, hey, excuse-moi mec, est-ce que c'est le Graal qui vient de passer? Est-ce que je peux te le prendre? Peut-être. Pour lui, c'est impensable de faire ça, il peut pas demander, et donc malgré le fait qu'il a un gros doute, malgré le fait que sa mission c'est de ramener le Graal, il décide de ne pas poser la question, de ne rien demander, de ne rien dire. Et là, à la fin du repas, le roi pêcheur lui demande pourquoi il n'a pas posé la question qu'il avait tellement envie de poser, et il lui explique que s'il avait demandé, 1, il serait reparti avec le Graal, et 2, il aurait soigné le roi pêcheur qui est atteint donc d'une maladie incurable qui aurait pu être soignée si Perceval avait posé cette question. Et à ce moment-là, Perceval se fait mettre à la porte et le château disparaît. Et il passe tout le reste de sa vie à chercher le château du roi pêcheur sans jamais le retrouver. Et ensuite, donc là, il a été trouvé mais reperdu tout de suite. Et la deuxième fois, des années plus tard, cette fois c'est Galahad, qui est le fils de Lancelot, et souvent d'Hélène, la fameuse, la fille du roi pêcheur. Comme on se retrouve, voilà. Dans certaines versions, c'est pas elle, mais il y a vraiment des versions voilà, où c'est elle. Et donc, Galahad, fils de Lancelot et de Hélène dans la plupart des versions, trouve également le Graal. Et lui, il le trouve réellement. Et il regarde à l'intérieur, et il devient fou et meurt. Oui, voilà. Et donc en fait, d'ailleurs, c'est Lancelot qui était destiné à trouver le Graal, mais à cause de toutes ces histoires avec Arthur et Guenièvre et machin, gna gna gna, il a perdu son destin, qui a donc été repassé ensuite à son fils Galahad. Bon, dans la mesure où Galahad est mort directement de folie après avoir regardé dans le Graal, on peut quand même se demander est-ce que c'est une si mauvaise chose que Lancelot n'ait pas été celui qui l'ait trouvé? Et enfin, notre dernier fun fact, qui n'est pas exactement un fun fact, j'ai un petit peu menti, excusez-moi. Quel que soit votre niveau en français ou le niveau de vos apprenants, la légende arthurienne peut vous permettre de pratiquer le français de manière fun, originale, créative et bien sûr un peu nerdy, puisque légende arthurienne, légende, magie, etc. Peu importe le niveau. Pourquoi ?
Parce que la légende arthurienne, elle a été réécrite, réinventée. Elle a été faite en dessin animé, en film, en série, en livre, en BD, en tout ce que vous voulez, de tous les niveaux, en roman jeunesse. Tout existe. Vraiment tout. Tout existe. Des réécritures, que ce soit féministe, queer, que ce soit science-fiction, que ce soit des réécritures, mais à l'époque de la légende, que ce soit de la réincarnation, que ce soit pour les enfants, et même parfois, on ne le sait pas au début. Quand j'étais petite, il y avait une série de livres que j'adorais. C'est des livres qui sont américains, je crois, à la base, la cabane magique. Et à partir peut-être du 15e ou 16e livre, on découvrait qu'en fait, cette série était une réécriture partielle de la légende arthurienne. Il y avait une grosse influence arthurienne. Enfin, c'est même plus une influence, il y avait littéralement Merlin et Morgane dans les bouquins en fait. Et donc voilà, la légende arthurienne, elle est partout. Vous pouvez la trouver en poème, en nouvelles, en histoire courte, en roman, en théâtre. Partout, partout, partout. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas l'utiliser pour pratiquer le français, quel que soit votre niveau, le niveau de vos apprenants, le centre d'intérêt. Tout existe et c'est un moyen qui, je trouve, est super intéressant pour pratiquer la langue parce que ça fait aussi partie de la culture. C'est pas juste quelque chose voilà, où on va utiliser comme sujet pour travailler la langue. Il y a un vrai impact culturel puisque, je le disais au début de la vidéo, en France, c'est quelque chose qui est extrêmement connu, qui est extrêmement populaire. En Bretagne, il y a des attractions sur la légende arthurienne, dans la forêt de Pimpon, comme je vous le disais. On retrouve des séries, on retrouve des livres. Moi, quand j'étais petite, tous les week-ends, c'était peut-être la semaine, je ne sais plus, mais en tout cas, très régulièrement, mon père, il regardait Kaamelott à la télé, d'Alexandre Astier, qui fait partie de la culture française, même si tout le monde n'a pas regardé, mais la plupart des gens vont au moins connaître de nom. Il y a même des phrases de la série qui sont rentrées dans le discours, en fait, français. Par exemple, je pense à C'est pas faux, que certaines personnes en France vont directement associer, en fait, à Perceval. Et c'est des choses qui peuvent être culturellement ultra intéressantes pour les gens qui apprennent le français, que ce soit vous ou vos étudiants. Et voilà donc pour la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si elle vous a plu. Ça aide énormément la chaîne. Et donc, je vous retrouve dans 2 semaines, puisque je vous rappelle une vidéo un mercredi sur 2. Dans 2 semaines, pas culture nerd, mais linguistique. Et même on parlera de neurolinguistique, attention, mot qui fait peur. Mais je vous rassure, ça fera pas peur longtemps. Et on se retrouve début avril pour une 2e vidéo sur la légende arthurienne. Et on parlera justement des femmes dans la légende arthurienne. Trop peu de femmes dans cette légende, mais des femmes super intéressantes. Donc, abonnez-vous, vous pouvez mettre la petite cloche pour ne rien manquer. Toutes les infos en description sur moi, sur ma newsletter, sur mon site internet et sur le livre que je vous ai présenté un peu tout à l'heure. Je vous remets tout dans la description. À bientôt!